Si on arrive à envoyer 109 milliards dans l'écosystème français, c'est-à-dire 1/5 du fameux projet Stargate, là, à l'échelle de la France, c'est gigantesque. Et si c'est à l'échelle européenne 200 milliards, ça veut dire qu'on est à peu près à la moitié de ce que vont investir les Américains. Ça veut dire qu'on est loin, loin, loin d'être ridicule. Aujourd'hui, le grand plan IA de la France, c'est un plan de sauvetage d'Élysée. Alex, comme tu le sais, il y a eu un sommet sur l'IA qui a été organisé cette semaine en France. Ça a été franchement une belle réussite. Tous les gros acteurs mondiaux sur l'IA se sont pointés. Et puis, on a eu aussi notre champion national qui a réussi à trouver. Il a eu finalement le bon timing pour lancer le chat, pour lancer le chat, on va dire. Donc, le concurrent direct de ChatGPT, c'est vraiment concurrent direct pour le coup parce que les designs sont exactement similaires. L'expérience utilisateur est vraiment identique. Mais ça a fait pas mal de bruit, en bien. La question, elle est simple. Alors, il y a beaucoup de news sur l'IA, notamment autour de ce sommet-là cette semaine, avec la France qui va très certainement investir plus de 5 ans. Enfin, ils ont trouvé à l'extérieur des investissements à hauteur de 50-60 milliards de dollars et l'Europe, je crois, à hauteur de 200 milliards de dollars. Donc, c'est des nouvelles qui sont assez intéressantes. Et j'aimerais bien, dans ce podcast, qu'on puisse décortiquer un peu toutes ces news, comprendre en quoi ça peut changer l'écosystème français et européen. Savoir aussi s'il n'y a pas des contradictions aussi dans certaines volontés françaises d'indépendance ou européenne, d'une IA indépendante, inclusive, avec finalement certains choix stratégiques, notamment vis-à-vis des investisseurs qu'ils ont choisis, des investisseurs étrangers qu'ils ont choisis pour investir en Europe de l'IA. Et puis, la question centrale du podcast, de l'épisode, ce sera est-ce que tu es bullish ou pas sur le fait que la France et aussi, pourquoi pas, l'Europe pourrait devenir finalement l'épicentre mondial de l'IA? Est-ce que l'IA en France, c'est The Next Big Shit, quoi? Écoute, ça me semble parfait comme thème. Ça va être difficile parce qu'il va falloir creuser dans plein de trucs et faire des disclaimers, je pense, toutes les 2 minutes, parce que évidemment, ça prend en compte plein de petits sous-détails qu'on n'a pas forcément, mais ça va être hyper intéressant. Alors, pour commencer déjà, oui, à mon avis, ce sommet, ça a été une réussite. Ça a été une très bonne idée d'organiser ça. Tout le monde s'est pointé. Donc, a priori, on a quand même réussi à prouver, à minima, 2 choses. C'était qu'on était un acteur sérieux, peut-être pas la super puissance, ça on y viendra après, que tu viens d'évoquer, mais à minima, on était un État sérieux dans le sujet, qu'on avait un écosystème sérieux, notamment Mistral, mais d'autres, et qu'on était a priori, à minima, les leaders en Europe. Si on ne dit pas de bêtises, a priori, je ne vois pas comment on pourrait dire qu'on n'est pas aujourd'hui sur la zone européenne les leaders en IA. La question qui viendra après, c'est quoi notre force par rapport aux US et à la Chine, mais ce sera encore un autre sujet. J'ai vu un tweet pendant cette semaine qui m'a fait réagir et qui disait « Il ne faut surtout pas que Mistral et donc en gros le chat et voilà deviennent comme Deezer, alors je ne sais plus si c'était Quant, Deezer et Dailymotion. » Et c'est vrai qu'en France, en fait là on est en début de cycle, d'après moi, de l'IA. On est encore vraiment en début de cycle. Et le problème de ce début de cycle, c'est que très souvent, sur les technologies numériques, on est très bon. On est très bon en début de cycle. Et ça s'érode après. Ça s'érode quand il faut plus de capitaux, ça s'érode quand il faut passer vraiment à un stade supérieur. Sauf que cette fois, j'ai l'impression qu'on a en face de ça des financements qui sont hyper importants. Souvent, un des gros problèmes, c'était l'accès au financement. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que Mistral est quand même très bien financé, même si on n'est pas dans l'épure de ce que peut toucher OpenAI et les Chinois, on ne sait pas trop, mais voilà. Mais on a quand même des financements qui deviennent relativement importants, voire très importants. Et on voit qu'avec même un peu moins de financement, on fait aussi bien, parce qu'on a une super formation, des super ingénieurs, quand même des bonnes conditions de travail, et ainsi de suite. Bon. Et on voit surtout qu'on arrive à faire un peu d'internationalisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des Français
qui utilisent Mistral. Moi, je vois souvent des Anglais, des Américains, des mecs qui parlent dans d'autres langues, tu vois, sur Twitter, dire bah, moi, j'utilise plus ChatGPT, j'utilise Mistral pour telle tâche, tel truc. Donc, on voit que cette barrière qui nous a vachement coûté à une époque, qui, je pense, alors Courant, c'est un peu différent, mais à minima, ce qui a coûté à Dailymotion, tu vois, qui à une époque avait un vrai. Courant, ça arrivait après en réaction. Dailymotion, c'était vraiment avant YouTube, quoi. Donc, et à un moment, c'était utilisé ailleurs, et ainsi de suite. Mais là, on voit qu'il y a un vrai déploiement. Donc, moi, sur Mistral et sur peut-être certaines des autres startups que je connais moins, hein, il y a H, il y en a deux, trois qui sont quand même sérieuses, enfin, très sérieuses. Je pense que cette fois, on a un vrai coup à jouer. Mais ça veut dire qu'il faut, pour que le coup il soit bien joué, il faut que l'écosystème entier se mette en ordre de marche et soit capable d'accompagner des startups comme ça jusqu'à, et d'ailleurs Mistral l'a dit, jusqu'à l'IPO, c'est-à-dire jusqu'à être sur les marchés, jusqu'à être tradé. Et quand tu es tradé en France, tu vois que tu peux avoir des volumes et donc avoir du cash qui rentre et avoir une valorisation qui augmente drastiquement. On le voit sur d'autres métiers, tu vois, le luxe par exemple, pendant longtemps Bernard Arnault était l'homme le plus riche du monde. Pourquoi? Parce que quand tu es américain, bah, tu as envie d'investir sur le luxe français. Il n'y a pas de raison de ne pas investir sur la tech française, étant donné la qualité de nos ingénieurs et tout. C'est juste que jusqu'à maintenant, à mon avis, on n'avait pas d'acteurs assez importants pour faire concurrence aux acteurs américains. Peut-être que Mistral et peut-être que deux, trois autres prennent cette voie-là. Et dernier point, et après je te redonne la parole, mais dernier point, c'est ces fameux. Alors, toi, tu me dis 50, 60 milliards, ça, je crois que c'est juste pour les data centers, et je crois que l'investissement global, c'est 109 milliards, si je dis pas de conneries, à l'échelle française. Donc, il y a une partie pour du dur, des data centers. Donc, ça, c'est hyper intéressant, on va y revenir après aussi. Et il y a une partie pour financement de start-up, et ainsi de suite. Il y a une partie qui est donnée par BPI, enfin bon, bref. Si on arrive à envoyer 109 milliards dans l'écosystème français, ça veut dire un cinquième du fameux projet Stargate, là, à l'échelle de la France, c'est gigantesque. Et si c'est à l'échelle européenne 200 milliards, ça veut dire que je schématise vraiment, enfin, je fais une grosse maille, mais on est à peu près à la moitié de ce que vont investir les Américains. Ça veut dire qu'on est loin, loin, loin d'être ridicule. À une époque, quand on comparait ce qui est investi dans Google ou ce qui est investi dans Quant, enfin, si tu veux, c'était le rapport était de 1000, tu vois, ou un truc comme ça. Là, bon, ça change pas grand-chose. D'autant plus que, et je reviens sur le hardware, nous, on a un vrai avantage, c'est qu'avec notre parc nucléaire qui est hyper bon, on a de l'électricité en surplus, pas trop cher, et donc on a un vrai avantage concurrentiel sur l'énergie. Et ça, il y a plein d'analystes qui commencent à dire le vrai gain de la France, il peut se passer là-dessus. Si la France réussit à utiliser correctement son énergie, elle peut non seulement devenir une puissance en elle-même parce que ses IA tourneront pour moins cher et ainsi de suite. Je ne sais pas si tu as vu, il y a un partenariat avec Free, enfin, il y a plein de trucs là qui se mettent en place. Mais en plus de ça, elle peut attirer d'autres personnes, à savoir les Émirats Arabes Unis, on va y revenir après, mais qui ont commencé à investir en France. Mais ça peut être demain, peut-être, les Chinois qui se disent OK, on met 3 data centers en France parce qu'ils sont meilleurs que nous sur la production d'énergie. Point barre. Et de toute façon, c'est de l'énergie qui est déjà produite, qu'aujourd'hui, on vend au plus offrant, ou même, enfin, il y a plein de. Alors, je ne suis pas un expert sur le sujet, mais je sais qu'il y a plein de problèmes du style, c'est de l'énergie qu'on valorise pas, qu'on valorise pas assez, quoi. Donc voilà. Donc pour moi, la France, je ne sais pas si c'est the next big shit, mais a une vraie carte à jouer sur l'IA. A une vraie carte à jouer sur l'IA parce qu'on a des super ingénieurs, une super technique, et ça, tout le monde le dit tout le temps. On a enfin les financements de ce côté-là. Et en plus, sur le côté vraiment pur hardware, on a la capacité d'avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres. C'est super intéressant. J'ai envie de rebondir sur un des points que tu as amené. Par curiosité, pourquoi est-ce que la France a un avantage sur la production d'énergie? Alors, tu vas me dire qu'on a un très bon parc nucléaire, ok, mais pourquoi est-ce que les États-Unis ou la Chine n'ont pas le même parc nucléaire, voire un parc nucléaire encore plus gros? C'est une excellente question. Je crois que c'est lié à deux choses, mais là-dessus, il faudrait faire venir un jour un expert de l'énergie, parce qu'on n'a pas forcément dans, dans nos contacts actuellement, mais je crois qu'il y a deux raisons. Le premier, c'est que nous, on consomme moins déjà. Eux, ils ont quand même, la Chine, par exemple, ils ont tellement d'industries que, en fait, ce qui sort de leur parc nucléaire est directement consommé par leurs industries. Donc, ils n'ont pas de buffer comme nous, on peut avoir.
Et deux, je crois qu'à notre taille, notre parc nucléaire est particulièrement efficace. Alors, ça doit être des raisons technologiques ou héritées de certains trucs, mais je crois que notre parc nucléaire, nous, est vraiment particulièrement efficace. Les centrales sont vraiment souvent rénovées, ainsi de suite. Alors, il y a eu des problèmes avec Fessenheim, machin, où on avait gueulé, mais sinon, les centrales sont plutôt à jour. Et je crois que là-dessus, on est très, très fort, sur la techno qui sous-tend le truc. Mais ça reste à prouver. Là-dessus, il faudrait que quelqu'un nous corrige et nous dise exactement ça. Mais en tout cas, les raisons, je crois qu'elles sont à peu près de ces deux ordres-là. Ok, très clair. Très, très clair. Est-ce que tu peux nous faire un point, s'il te plaît, sur un peu comment ça agence là, les différentes puissances en termes d'IA? Je pense que ce sommet a été assez révélateur des différentes opinions, des différentes idéologies et différents plans d'attaque que peuvent avoir les différents pays sur le sujet de l'IA. Alors, je serais curieux sur le move de l'Inde, je ne sais pas si tu le connais exactement, mais le move de l'Inde, de la Chine, de l'Europe et de la France et des États-Unis. Est-ce qu'il y a des ponts qui se rejoignent? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une vraie confrontation? Est-ce qu'il y a des personnes qui refusent les partenariats? Enfin, comment est-ce que ça s'agence concrètement? Bah, en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est tu fais référence à leur histoire de signature de documents là sur l'IA éthique, par Je exemple. fais référence à ça. Je fais référence aussi aux différentes interventions du vice-président américain que je vous invite vraiment à voir, qui est assez intéressant et qui a duré une quinzaine de minutes face à tous les représentants du monde. Il y avait Trudeau, il y avait Macron, il y avait Ursula, il y avait le Modi. Bref, ils étaient tous là. Ouais. J'ai pas plus creusé la question. En fait, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre la vision de chacun et à quel point est-ce que l'Europe est toujours dans cette logique de on va freiner l'innovation, à quel point les États-Unis sont plutôt dans cette logique de run, baby, run. J'adore cette phrase. Macron qui l'a repris avec plug, baby, plug. Bref. Et aussi la position de l'Inde que je connais pas vraiment. Voilà, je pense que savoir un peu comment se positionnent les grandes puissances nous permettrait vraiment de comprendre finalement si la France a vraiment une possibilité quoi, de tirer son épingle du jeu. Alors, ce qui est très drôle, c'est que donc du coup, on a proposé une sorte de charte pour une IA éthique. Ce document, il a été signé et validé par la Chine et par l'Inde. Ce qui est fou. Ce qui est, alors l'Inde à la limite, pourquoi pas, mais la Chine, ce qui en effet semble un peu contradictoire. Et il a été refusé par les États-Unis, ça on pouvait s'y attendre, et plus étrangement par le Royaume-Uni. Donc là, c'est difficile de comprendre, en fait, si tu veux, où se situe chaque partie prenante. Donc, encore une fois, je pense que, comme depuis longtemps, tu as trois grandes zones. Tu as l'Europe, tu as une zone américaine au sens large du terme, et puis une zone asiatique. Et sur l'IA, c'est à peu près les trois grands pôles qui produisent des choses. Enfin, je suis sûr qu'il y a des super startups d'IA en Argentine, mais je les connais pas, tu vois. Ou je suis sûr qu'il y en a peut-être en Australie, mais je les connais pas bien. Enfin, c'est les grosses qui font beaucoup parler d'elles. C'est à peu près ces trois zones-là. Et en fait, le narratif qui est donné à tout le monde, c'est assez simple. C'est les États-Unis, ils innovent, ils font des trucs géniaux, machin, ils font pas trop gaffe. L'Europe, elle régule et les Chinois, ils copient. Bon, ça, c'est le truc qu'on raconte tout le temps depuis des années. C'est La la blague. doxa. Ouais, c'est ce que, si tu demandes à quelqu'un dans la rue, il va te dire, ah, c'est à peu près ça. Bon. Ce qui a été vrai probablement pendant un temps, ce qu'il est de moins en moins. Pourquoi ça l'est de moins en moins? Parce que les Chinois, ils deviennent de plus en plus forts à innover quand même. Faut pas négliger ça. Alors oui, il y a de la copie. C'est pas eux qui ont été les premiers à mettre ChatGPT. DeepSeek est arrivé après et globalement fait plus ou moins la même chose. Il y a quand même des innovations. C'est pas juste de la copie de moyenne ou de mauvaise qualité comme ça a pu être leur business pendant longtemps. Ça, c'est un premier. Le second, c'est est-ce que l'Europe régule? Oui, l'Europe régule et l'Europe a tendance à réguler. Et d'ailleurs, on l'a vu quand Mistral a publié son, son app. La première chose, ça a été des mecs qui se sont plaints en disant oui, le traitement des données il est pas bon, nanana, ils ont commencé à ouvrir un procès, machin. Donc, on voit que
Et un avocat privé qui l'a fait. C'est pas l'État qui a gueulé, c'est un avocat privé qui a dit voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une mentalité en Europe d'envie de régulation, en tout cas de toute une partie de la population qui n'a pas forcément envie qu'on avance plus vite que les autres, mais qui a envie qu'on régule pour que ce qu'on a, nous, entre les mains, soit plus acceptable ou plus humaniste, ou tu me tentes ça comme tu veux, pour les populations. Euh, et on a des États-Unis qui, pour l'instant, ont l'air quand même de mener la danse en termes d'innovation pure jus. Donc, la question, c'est, et donc cette charte éthique qui vise à réguler, qui vise à dire on fait pas n'importe quoi, donc qui tomberait, évidemment, c'était évident que la France et les pays européens allaient la signer. Ce qui est plus étrange, c'est cette fois de se dire la Chine le signe. Parce qu'à mon avis, la Chine, s'ils veulent que leurs IA soient utilisées et que soient utilisées massivement, ils ont un problème de soft power. Si la Chine reste un pays avec lequel on est en froid, ou un pays qui nous semble dangereux, ou un pays qui nous semble, entre guillemets, hostile, c'est un problème pour eux. Mais est-ce que la Chine a vraiment besoin de nous finalement? Puisque la Chine, c'est 1 milliard de potentiels utilisateurs. Il y a l'Inde, c'est plus d'1 milliard de potentiels utilisateurs. Finalement, l'Europe et les États-Unis, c'est rikiki à côté de ça. Oui, mais il faudrait, pour que la stat soit vraie, il faudrait trouver les volumes de consommation. Évidemment qu'ils sont beaucoup plus nombreux, mais ils n'ont pas le même pouvoir d'achat que nous. Aujourd'hui, la Chine, leur croissance diminue, et ils savent très bien que, enfin, la stratégie de la Chine pendant longtemps, ça a été on exporte, on exporte, on exporte. L'extérieur nous achète énormément de produits. Avec ça, on finance notre croissance interne, et notre croissance interne, le jour où on ne pourra plus exporter, reprendra le pas. Sauf que ça, il semblerait qu'ils se soient trompés. Qu'on ne soit pas du tout dans les niveaux acceptables. C'est-à-dire que, certes, ils ont développé une croissance interne qui existe, qui se développe, qui n'est pas ridicule, mais qui n'est pas assez pour soutenir tout le pays. Ils ont encore besoin de l'extérieur. Ils ont encore besoin d'exporter. Et ils ont encore besoin d'exporter sur des marchés où on consomme comme des débiles, à savoir l'Europe, les États-Unis. C'est pas l'Inde qui va te faire ta consommation. L'Inde, certes, ils sont extrêmement nombreux, mais je pense que les dépenses moyennes d'un Indien mensuel sont peut-être d'un dixième des dépenses moyennes d'un Européen ou d'un Américain. Okay. Et donc, je pense que, en effet, contrairement à ce qu'on peut croire, ils ne peuvent pas se couper de nous. Et pour ne pas se couper de nous, ils ont besoin de tout simplement d'avoir de paraître plus gentil, pour la faire très manichéenne. Et second point, on dit l'Inde et la Chine comme s'ils étaient ensemble, mais l'Inde et la Chine, pour avoir vécu en Inde, les Chinois et les Indiens, c'est pas l'entente cordiale. C'est deux pays qui sont quand même, déjà ils se revendiquent des frontières. Enfin, c'est pas une relation facile entre les deux. Donc ils peuvent être alliés de circonstances sur certaines choses, mais c'est pas deux pays qui ont vocation vraiment à s'entendre. C'est deux pays qui ont vocation à prendre à peu près la même place. Je veux dire, l'Inde se développe plus actuellement et je pense veut jouer le même coup que la Chine. Autre chose dans la zone d'influence de la Chine. Donc, si la Chine, on dit, OK, elle représente pour l'instant l'Asie, dans sa zone d'influence, tu as des pays comme le Japon, la Corée, Hong Kong, c'est encore un autre sujet, mais l'Indonésie et ainsi de suite, qui, eux, sont plutôt quand même, de manière générale, pro-occidentaux. Donc, si tu rassures pas les Occidentaux, tu peux aussi te couper du Japon. C'est quand même 100 et quelques millions d'habitants qui ont beaucoup d'argent. C'est la Corée, je connais pas le nombre d'habitants, et l'Indonésie, je crois que c'est plus d'une centaine de millions d'habitants. Donc voilà. Donc je pense que une grande partie de la stratégie chinoise, c'est du soft power déguisé. Et c'est pour ça qu'ils signent cette charte. D'autant plus que cette charte, je ne l'ai pas lue, donc je ne sais pas à quoi elle engage. Mais je ne pense pas que ça les engage à grand-chose. Je ne pense pas qu'ils soient extrêmement stressés si jamais ils venaient à ne pas respecter un ou deux ou cinq trucs qui sont écrits dedans. Ouais, ok, très clair. Ok, j'ai deux autres questions. La première, euh, c'est bien beau toutes ces belles promesses de financement. Dans la réalité, qu'est-ce qui va réellement se passer? Comment est-ce que les fonds vont se débloquer?
qui va en profiter, qui va les distribuer, sous quels critères, et est-ce qu'on a déjà eu des situations de grosses promesses avec ensuite derrière, bah non, désolé, en fait, on coupe les vannes. En fait, ce genre d'annonce, de toute façon, c'est jamais des annonces de ferme, si tu veux, parce que mais c'est comme Stargate aux États-Unis, hein. Qu'on soit clair, la première chose que Elon a dit quand il a vu ça, c'était oui, mais de toute façon, vous les avez pas les 500 milliards, donc on va se calmer. Parce que en fait, faire sortir du fric comme ça, enfin, sur ces montants-là, c'est tout sauf facile. Déjà, c'est tout sauf facile. Souvent, c'est tout sauf que de l'argent, au sens virement du terme. Souvent, c'est je te mets mes data centers à disposition ou tel truc à hauteur de X millions, je te fais de la presta pourtant, tu vois. C'est jamais aussi simple que ça. Ça, c'est le premier point. Euh, donc, déjà, il faudrait voir sur les 109 milliards, qu'est-ce qu'il y a en dur, en virement, et qu'est-ce qu'il y a en je vais y arriver, en apport en nature. Ça, c'est le premier point. Euh, et ensuite, la question, c'est sur quel calendrier? Parce que souvent, ils vont dire oui, 109 milliards, mais 109 milliards, c'est peut-être sur 3 ans, 4 ans. Donc ça veut dire, je te la fais courte, 25 milliards par an. Déjà, 25 milliards par an, c'est plus atteignable, surtout si tu en as 5 milliards par an, tu vois, qui sont en prestat. Donc tu n'as plus que 20 milliards à trouver. Et ensuite, ces 20 milliards, sous quelles conditions ils sont donnés? Est-ce que c'est vraiment de l'investissement pur jus? Est-ce que c'est des prêts qui sont remboursés? Est-ce que c'est de l'equity dans des boîtes? Si c'est BPI, il y a toute une partie, ça va être de l'equity dans des boîtes et des prêts. C'est pas vrai. Enfin, tu vois, donc, ce qu'on appelle l'investissement, quand ils disent on va faire 109 milliards d'investissement, c'est tout sauf clair. C'est un effet d'annonce, ce qui est normal, qui sert aussi à rivaliser. Là, on est dans un enjeu géopolitique hyper important en ce moment, hein. Je pense que l'IA est un des enjeux majeurs de la géopolitique. Et donc, cet enjeu majeur, tout le monde a envie de montrer, quand il est un grand pays à minima, que il est, comment dire, il montre les muscles, quoi. Trump a commencé en disant voilà, on va mettre 500 milliards. Il a trouvé des partenaires, notamment Masayoshi Son, qui a dit oui, on va mettre du blé là-bas et ainsi de suite, on va investir. Le Japon a dit oui, nous aussi, on va investir, on va aider. Et donc l'Europe se dit oula, pour pas passer à côté de ces investissements, moi je dois faire un gros plan d'annonce, 109 milliards à l'échelle de la France. La France prend le lead entre guillemets sur l'Europe. Donc tu vois, il y a tout un paquet de trucs qui se jouent et où je pense qu'on est en train peut-être. Alors là, c'est de la géopolitique à 2 balles, donc des experts feront probablement bien mieux que moi, mais je pense qu'on est en train de calmer les tensions qu'il y a eu ces dernières années. On pressent qu'il y a peut-être un accord de paix, tu vois, entre la Russie, l'Ukraine, machin. Petit à petit, le monde peut se détendre un peu. On a passé le Covid, on a passé des guerres. Peut-être que on va un peu se détendre, et donc on va retomber dans une période plus commerciale slash guerre économique, tout ce que ça comporte comme problème, mais on va dire de guerre économique. Et donc là, tout le monde commence à se dire, OK, il faut sortir les armes économiques du coup. Et l'arme actuelle que tout le monde a en tête, c'est l'IA. D'ailleurs, l'IA, c'est ça qui a drivé les marchés financiers, notamment les marchés financiers américains, c'est cette dernière année. C'est ça qui a fait pumper le truc. Bon, ça et deux, trois trucs de oui, je mets des bitcoins en réserve, machin, ok, tout ce que tu veux, mais. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, je ne serais pas du tout surpris qu'on voit des institutions françaises commencer aussi à acheter des cryptos, commencer à investir massivement sur l'IA, des fonds de VC lever des 300, 400, 500 millions sur des fonds IA. Je ne serais pas surpris que tout ça arrive dans les prochains mois, tu vois. Parce qu'à mon avis, c'est un enjeu géopolitique hyper important. Derrière, est-ce qu'on va y arriver? Bah, mon point, c'est de dire qu'on est probablement les moins mal placés pour y arriver en Europe. À minima, c'est ce que je pense pouvoir dire avec assez de certitude. C'est qu'on est les moins mal placés. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une contradiction entre ce discours qui finalement se veut super rassurant pour les startups IA, super encourageant pour la place de la France sur l'IA dans le monde, avec la situation économique actuelle de la France, avec le fait qu'on augmente encore les impôts, avec le fait que tous nos entrepreneurs partent finalement. Euh, enfin, moi, c'est l'une des premières choses auxquelles j'ai pensé, c'est ça fait chier qu'en façade, tous ces messages soient pleins d'espoir et qu'en coulisses, j'ai l'impression que le navire est cool et que tous ceux qui font le pays d'un point de vue économique, les cerveaux, les entrepreneurs, ceux qui ont de l'argent, ils se tirent. Mais ça c'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand plan IA de la France,
et un plan de sauvetage d'Élysée. C'est un plan de sauvetage, c'est de la rustine qu'on met sur le fait que fondamentalement, que notre économie actuellement ne marche pas. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant et je trouve ça hyper malin quand en fait on se dit on va utiliser les stocks d'énergie qu'on a mal utilisés pour en tirer plus de valeur. Parce que là, c'est une vraie stratégie, c'est pas juste du marketing pour de l'IA, c'est une vraie stratégie pour attirer des investissements étrangers chez nous, utiliser une ressource qu'on a qui est sous-utilisée, l'utiliser mieux pour un truc plus valuable, donc créer plus de valeur ajoutée et créer là pour le coup du vrai argent. C'est pour ça que ce point-là, j'ai insisté tout à l'heure dessus parce que il me semble extrêmement important parce qu'il est extrêmement stratégique et pour le coup, d'après moi, et j'ai peut-être des blind spots, mais d'après moi, il est vachement bien joué ce plan-là. Le plan du oui, on va mettre 100 milliards à 5 ans, machin, nanana, et puis des sommets, et puis du marketing, tout ça c'est du flan. Ça, je suis d'accord, enfin c'est du flan. On verra, j'espère pas, mais oui, ça peut s'apparenter à du flan quand les problèmes fondamentaux ne sont pas gérés. Le problème là, enfin ce point stratégique-là, lui, il gère des problèmes fondamentaux parce qu'il va créer de l'emploi, il va créer du dynamisme, il va créer des recettes. Et c'est ça qu'il faut créer. C'est pas juste investir dans 300 millions dans 4 boîtes d'IA. Enfin, ça changera pas du tout le bien-être ou pas du pays. Ça, ce genre de trucs fondamentaux où des étrangers vont venir investir 20, 30, 40, 50 milliards chez nous, peut-être créer des milliers d'emplois, et puis des milliers d'emplois induits supplémentaires, et puis des entreprises qui tournent vraiment, et puis devenir une place forte. Et à partir de là, développer des startups d'IA plus efficaces que les autres qui, elles, vont ensuite aussi créer de l'emploi. Ça, oui. Ça, c'est un vrai axe stratégique. Et je pense qu'on peut le jouer. Et je pense que c'est hyper intéressant. Ce qui est différent des annonces. Après, les effets d'annonce, c'est bien à court terme pour aussi rassurer tout le monde et montrer que cette stratégie marche et attirer les gens. Mais je pense qu'en effet, on a intérêt à ce que ce plan il marche parce que sinon, on risque d'être un peu à poil. Très clair. L'avantage aussi, c'est que ouais. L'avantage aussi, c'est qu'une fois qu'on aura relancé ça, ça peut relancer d'autres choses. C'est-à-dire que s'il y a cette sorte de hype qui se met en place, des investissements étrangers et ainsi de suite, ça peut refaire venir les étrangers, et notamment si ça se calme avec la Russie et ainsi de suite, faire revenir des étrangers, c'est-à-dire que revenir des étrangers qui viendront sur le luxe, sur le tourisme, sur la restauration, sur l'immobilier, sur l'hôtellerie, sur tous ces trucs-là qui ont souffert depuis quelques années, qui étaient quand même des piliers de l'économie française et qui souffrent depuis que le monde s'est tendu. Si ça se détend, que la France redevient attractive technologiquement, et donc il y a ce côté, tu vois, je pense que l'image que tu as d'un pays, c'est aussi, est-ce qu'il innove, est-ce qu'il est en croissance, ou est-ce qu'on a l'impression que c'est que des problèmes, que des problèmes. Si tu regardes aujourd'hui, tu vois, les infos, je sais pas, tu es un Américain, tu regardes les infos et les faits divers, t'as pas envie de venir en France. Si demain, la seule chose qu'on dit de la France, c'est devenu la super place forte de l'IA, et puis il fait toujours aussi beau sur la Côte d'Azur, bon, bah, tu redonnes un peu aux gens envie de venir. Sauf que tout ça, ça gère plein de trucs. Ça gère, encore une fois, l'immobilier, l'hôtellerie, le tourisme, le luxe, la restauration, enfin, les services, plein de trucs. Tu vois. Toi, au sein de ta boîte, j'imagine que tu as plugué tout le monde sur OpenAI, depuis que ça existe, enfin, depuis que c'est Ouais. sorti. Est-ce que cette dernière semaine, tu as envoyé un mémo à tes équipes en disant on clôture OpenAI, on passe tous chez Mistral? Non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'ai fait des tests là rapido moi à titre perso, mais j'ai pas eu le temps de tester le truc fondamentalement. Donc pour l'instant, c'est pas un truc que j'ai fait. Mais Est-ce ouais. Bah, du coup, c'est un truc que potentiellement j'envisage. Enfin, auquel je réfléchis pas. et tu pourrais le faire, alors c'est une question qui est peut-être débile, mais tu pourrais le faire uniquement par patriotisme économique ou uniquement si vraiment après toutes les tests que tu fais, tu vois que c'est plus performant. Bah, moi, si c'est plus performant, évidemment, j'y vais parce que je suis purement Ouais. pragmatique. Si c'est performant à égalité, je choisis le patriotisme. Si c'est beaucoup moins performant, malheureusement, je suis obligé de prendre la solution performante. Et tu vois, ce qui est hyper intéressant avec l'IA, contrairement finalement à Google, au moteur de recherche, où c'était finalement, finalement c'est assez simple de passer entre Google, Bing, ce que tu veux. À partir du moment où on a une meilleure expérience, on a une meilleure expérience, on peut passer à droite et à gauche. L'IA, moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que surtout avec OpenAI, ChatGPT,
il y a de la mémoire. Il se souvient de mes problématiques. Il commence à se souvenir un peu de comment je réfléchis, du type de structure que j'aime recevoir, de mes anciens projets, de mes projets actuels, de mes problématiques de mes projets actuels. Et donc, du coup, repasser sur une page blanche avec plus aucun channel ouvert à gauche, bah, ça me fait quelque chose. C'est exactement comme finalement toutes ces boîtes de data sur la santé, sur les performances. C'est un peu la même chose, quoi. Donc, c'est extrêmement compliqué de passer à droite et à gauche, de changer tous les 4 matins. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, toi, te freiner à passer sur un modèle français, par exemple, ou pas? Non, moi j'estime qu'on n'a pas encore. Enfin, très vite, je trouve. Moi, j'ai fait un test là, c'était il y a un mois et demi, j'ai fait un test sur toutes les plateformes, tu vois. Ok. J'ai fait, enfin, en fait, je sais pas si toutes, mais j'ai fait du coup ChatGPT évidemment qu'on utilisait, Claude, Gemini, DeepSeek quand c'est arrivé après, et là récemment Mistral. Et la meilleure, du coup? Et en fait, ça dépend de la problématique. Ouais, je Et suis alors d'accord. là, et pour le coup, pour avoir vraiment fait le test jusqu'au bout, je te garantis que suivant ce que tu as à demander, et avec les mêmes prompts, enfin, donc même prompt, même, même demande, même conditions, tout Est-ce pareil, que compte vierge ou pas pour tous? compte vierge pour tous. Ok. Compte vierge pour tous, suivant ce que tu vas demander, les réponses seront différentes et seront plus ou moins qualitatives, et ainsi de suite. Et tu peux nous peut-être lister les points forts, hein? Je peux te lister les points forts. Par exemple, donc, il y avait différentes problématiques, mais une des problématiques importantes, c'était de m'aider à faire un deck pour un sujet. Okay, aider à faire un deck pour un sujet. Euh, sur tout ce qui était d'ordre du design, proposer des designs, ChatGPT était naze. Tu vois. Vraiment, c'était très bizarre. En plus, j'avais des trucs qui avaient un peu ni queue ni tête. Euh, Là où Claude était vachement bon. Claude vachement bon. Google était vachement meilleur en texte. Donc Gemini était vachement meilleur en texte quand il s'agissait d'écrire. Et ensuite, j'ai fait un deuxième test qui confirmait ça sur ma thèse. J'avais besoin de relire deux, trois trucs sur ma thèse. Et donc, je lui ai filé des bouts de ma thèse. Je lui ai demandé de les lire, d'analyser des trucs et de me faire des réponses sur certains sujets. Eh bien, là, le plus efficace, encore une fois, à l'écriture, c'était Google Gemini. Par contre, il y a une question de reconnaissance d'image, en gros d'OCR, et il était à chier sur Gemini. Du coup, c'était Claude qui était le meilleur. Du coup, je suis allé sur Claude. J'ai extrait le truc avec Claude. Claude m'a fait une première réponse qui était nulle. J'ai pied-collé cette réponse dans Gemini qui m'a super bien rédigé le truc. Juste parce qu'on s'y perd un peu, on est d'accord que Claude, c'est Anthropic qui est Microsoft. Non, oui, Claude, c'est Anthropic, mais c'est pas Microsoft. Microsoft, Ok. ils ont investi et enfin, OpenAI, 49%, c'est Microsoft. Ouais, je sais, mais je crois que Microsoft avait également son propre outil. Non, bah, c'est Copilot, quoi. Mais c'est plus pour le code. Non, Anthropic, c'est qui alors? le gros investisseur de Anthropic, c'est Amazon. Amazon a mis 2 milliards dans Anthropic, ou un truc comme ça. Ou 2,9 milliards, je sais plus. Ok. Ok. À regarder sur les chiffres exacts, mais voilà. Et donc, en fait, pour moi, on est encore à une époque où si tu veux vraiment faire un truc qui est important et tu vois, ma thèse par exemple, ou un deck, et que tu as besoin d'une vraie grosse bonne réponse, pour moi, les modèles, ils sont encore complémentaires. Ok, intéressant. Intéressant. Euh, et en fait, pardon, pour te répondre parfaitement à la question, OpenAI était une espèce de version moyenne, au sens, c'était pas la pire des réponses à chaque fois. En fait, il était le meilleur. Enfin, si tu prends une moyenne, il est bon partout. Et alors, J'avais des réponses question, est-ce que acceptables partout. tu avais pris la version premium pour chacun des outils ou pas? Non, ça c'est peut-être une erreur. J'avais que la version premium de ChatGPT et je n'avais pas la Ok. version premium de. Enfin, si, pardon, excuse-moi. J'avais la version premium de ChatGPT. J'avais un test sur la version premium de Google, puisqu'on a tous nos outils chez Google et que du coup, tu avais une espèce de test offert. Par contre, j'avais pas la version premium de Anthropic
Et les autres, je les ai testés après en reposant les mêmes questions, mais le test est un peu moins valable. Ok. Et Mistral, du Donc, coup, le point fort? Mistral, le point fort, je l'ai pas assez testé. Déjà, alors, soi-disant, il répond plus vite. Moi, je m'en fous un peu parce que c'est pas un sujet d'avoir 10 secondes de plus de réponse, mais en effet, il répond plus vite. Et pour moi, il ressemble beaucoup à ChatGPT. Et pareil, j'ai pas testé la version premium, donc ce serait compliqué pour moi de te dire des conneries. Par contre, il est très bon. Je lui ai fait générer des images. Il était bien meilleur que ChatGPT. Ça, oui. Ça, je peux. Enfin, en tout cas, sur la version gratos, déjà, il était bien meilleur. Ok, intéressant, je vais tester ça. Alors. Mais il faudrait qu'on fasse un vrai benchmark. Un jour, à un prochain épisode, on se fait vraiment des tests et on fait un vrai benchmark en se disant, OK, qui est utile dans quel cas de figure, tu vois. Carrément chaud. OK. Bon. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va sortir exceptionnellement un épisode mercredi, qu'on a tourné d'ailleurs il y a une semaine. Ouais. Ouais, petite surprise, vous allez voir, l'épisode il est vraiment très, très sympathique, avec un très bel entrepreneur français. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez bien apprécié cet épisode. N'hésitez pas, si vous voulez rejoindre la newsletter quotidienne The Next Big Shit, une newsletter absolument exceptionnelle sur toute l'actualité, avec des petites notes, des petits commentaires de moyenne à l'intérieur. Allez-y, il y a plusieurs milliers de CEO d'entrepreneurs qui nous lisent tous les jours, donc c'est très chouette. Et si vous voulez avoir une veille globale, quotidienne sur votre écosystème, sur les nouvelles tendances, sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, sur les tendances, sur les pubs, sur les formats organiques, sur les tunnels de vente, sur tout ça, rejoignez le mastermind. En plus, vous avez un board advisor, vous avez du consulting illimité. Bref, c'est très stylé et vous êtes déjà plus d'une trentaine à nous avoir rejoints. Donc, merci infiniment. Le lien sera également dans la description. Et bien, écoutez, à la semaine prochaine alors. À plus. À la Ciao. semaine pro. Ciao.